Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Sharks de San Jose. Les Sharks qui ont un peu moins de mordant que dans les dernières années. Et d'ailleurs, là, on y a été avec un move qui était un move quand même assez, je vais dire spectaculaire, pas nécessairement dans le bon sens. Mais on a pris la décision de laisser partir celui qui était probablement un des emblèmes de l'organisation depuis tant d'années. Et j'entends bien entendu Brett Burns. Alors, du côté des Sharks de San Jose, on donne peut-être la possibilité à Brett Burns d'aller remporter une Coupe Stanley ailleurs, parce qu'on sait que les Hurricanes de la Caroline, c'est une organisation qui, quand même, prétend à aller jusqu'au corridor. C'est possiblement même à être une Cup Contender. Fait que je pense qu'on a quand même fait une fleur à notre vétéran défenseur en lui donnant la chance d'aller chez les Hurricanes de la Caroline. Mais du côté des Sharks de San Jose, je crois bien qu'on est tourné vers l'avenir, parce que très honnêtement, on donne beaucoup de temps et d'espace aux jeunes, et il y a de moins en moins de grands vétérans dans cette organisation-là. On a décidé d'y aller avec un changement de mentalité du côté des Sharks de San Jose. Donc, bref, on a un nouvel entraîneur en David Quinn et on a un nouveau directeur général en Mike Greer. Dans le cas de Quinn, c'est un coach qui était anciennement avec les Rangers de New York. Et bon, finalement, Gérard Galland l'a remplacé. Puis bref, là, il y a eu comme une année off l'année passée. Puis là, il revient et il revient avec les Sharks de San Jose. Alors, on va avoir un nouveau, probablement, système de jeu, une nouvelle approche au niveau des joueurs. Ça risque d'être intéressant. On a une nouvelle approche aussi au niveau de la gestion des contrats, au niveau des transactions, tout ça. Fait que, bref, l'organisation des Sharks est en changement actuellement, avec quand même des jeunes qui sont déjà présents dans l'organisation. Fait que c'est pas peine perdue pour les Sharks de San Jose. Pour la saison 2020-2021, ben, c'est 21 victoires, 28 défaites, 7 défaites en prolongation, donc 21 victoires pour 35 défaites, 49 points. On se rappelle que c'est une saison écourtée de 56 matchs. On avait terminé 25e dans la Ligue nationale, donc il y a eu quand même une amélioration l'année passée, parce qu'avec notre 32 victoires et 37 défaites et 13 défaites en prolongation, en l'occurrence ici c'est 32 victoires pour 50 défaites, ça fait mal, ça fait mal. 77 points. On a terminé 22e dans la LNH. Donc, bref, on a passé de 2020-21 à 25e et pour 21-22, 22e. Fait que c'est une légère amélioration, mais ça reste quand même que c'est pas vraiment une amélioration qui est en soi notable. Du côté des Sharks de San Jose, bien entendu, on ne participe pas aux séries en terminant 22e et 12e dans la conférence de l'Ouest. Une moyenne de buts marqués de 2,57, ce qui est quand même la 30e meilleure attaque de la Ligue. C'est loin. C'est loin. 3,18 de moyenne de but accordé, 19% d'avantage numérique, ce qui est quand même pas mauvais, mais pas excellent, et 85,2%, ce qui est la statistique qui pop de nulle part. Deuxième des avantages de la Ligue nationale l'année passée, les Sharks de San Jose. Fait que bref, c'est une organisation qui se cherche actuellement, mais qu'on a quand même réussi à découvrir certains gars. On passe entre autres à Timo Meier, qui a connu la meilleure saison de sa carrière l'année passée. On pense aussi à Barabanov. Dans son cas, à lui, c'était sa première saison complète professionnelle dans la LNH. Puis il a connu quand même une bonne entrée au niveau de la LNH. Pour ceux qui ont vu aussi peut-être plus en fin de saison, Thomas Bordelot qui est arrivé, que je dis à la française, mais il est né à Houston, il a grandi aux États-Unis. Là. Non, Thomas Bordelot, ok? Donc Thomas Bordelot qui a eu un affaire comme je pense c'est 5 points en 8 matchs ou quelque chose comme ça. Ouais, dirais ça, 5 passes. Donc 5 points à 8 matchs pour Thomas Bordelot. Fait qu'on a eu quand même des jeunes qui ont réussi à faire leur marque. Et ça, c'est intéressant du côté des Sharks de San Jose. Mais au niveau du jeu d'ensemble, ça a été quand même laborieux. Ceci dit, ça n'a pas été si mal que ça au niveau des performances gardiens. Parce que James Reimer est redevenu le gardien partant de l'organisation l'année passée. Puis quand même, 911 d'efficacité, c'est quand même bien pour le gardien de but vétéran. Mais de manière générale, ça a été plutôt difficile. Le meilleur en termes de buts aurait été Timo Meier avec 35 buts, ce qui est quand même une saison plus qu'intéressante. 76 points pour Timo Meier. Fait que, bref, on a eu une bonne saison de son côté à lui. Donc, meilleur pointeur, meilleur buteur de l'organisation. Et sinon, ben, au niveau du meilleur défenseur à caractère offensif du côté des Sharks de San Jose, ça aurait été Brett Burns. 54 points en 82 matchs, moins 15. C'est pas le genre de saison qu'on est habitué de Brett Burns. Donc, Brett Burns a ralenti et, as usual, donc comme toujours, Eric Carlson a été blessé. Il a joué uniquement 50 matchs. Et ça, c'est un problème, c'est la santé. L'état de santé de Carlson à chaque année est un problème. Et là, c'est lui qui devient clairement le défenseur numéro un de l'organisation. Puis
il n'est peut-être pas nécessairement toujours en top shape, mettons. Donc, bref, ça, c'est un point qui est un point un peu névralgique du côté des Sharks de San Jose. Mais sinon, Brett Burns, 54 points, 82 matchs. C'est pas les statistiques qu'on est habitué de voir de lui, mais c'est quand même une bonne production pour un défenseur à caractère offensif. Ici, on a les trois espoirs du alacoupe.ca, donc sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Le texte complet est disponible sur la coupe.ca probablement dans les prochains jours. Là. Donc, du côté des Sharks de San Jose, trois espoirs qui pourraient entrer dans la LNH dès cette année. Et il y en a un qui est peut-être celui qui est le plus attendu, ou du moins, c'est un prospect en qui on fonde beaucoup d'espoir du côté des Sharks de San Jose. Et je parle bien entendu de William Eklund. Dans son cas, à lui, Eklund, c'est un centre, ailier gauche, ailier droit de 19 ans. Fait que c'est un gars qui est capable de jouer à peu près à toutes les positions. On dit de lui que c'est un potentiel top 6 dans la LNH. C'est un excellent playmaker, un joueur dit très électrisant et très polyvalent. Il a évolué un petit peu au niveau de la Ligue d'élite de Suède l'année passée. 29 matchs, 1 but, 13 passes, 14 points dans la SHL. Il a évolué un petit peu au niveau de la LNH, 4 points en 9 matchs avec les Sharks de San Jose l'année passée. Alors c'est un gars qui est intéressant entre autres au niveau de ton top 6, mais aussi pour le jeu en avantage numérique. Fait que ça, c'est un jeune qui pourrait percer l'alignement dès cette année. Puis j'ai regardé vite les commentaires du training camp jusqu'à date et on semble croire que oui, il va commencer l'année à San Jose. Ensuite de ça, on a le défenseur Ryan Merkley, un défenseur de 22 ans qui a évolué entre autres dans la Ligue américaine l'année passée. 30 matchs, 1 but, 18 passes, 19 points pour ce qui est de Ryan Merkley. Mais il a aussi joué dans la LNH, 39 matchs, 1 but, 5 passes, 6 points. Dans son cas à lui, on parle d'un défenseur qui est un défenseur très mobile mais à caractère offensif. Donc, c'est intéressant pour ton avantage numérique, c'est intéressant en zone offensive, mais on dit de lui qu'il y a encore des lacunes au niveau de son style de jeu défensif et c'est difficile dans sa propre zone. Ce qui fait donc que c'est possible qu'on le voit jouer un petit peu au niveau de la Ligue américaine l'année prochaine, parce qu'il y a encore certaines choses à peaufiner au niveau de son style de jeu, sauf si tu le fais jouer avec un défenseur qui est très solide défensivement. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir Merkley parce que lui, c'est un gars qui aime avancer. C'est un gars qui aime prendre des chances. C'est un gars qui aime provoquer des choses. Fait que c'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH, mais qui serait peut-être intéressant pour l'instant de le faire jouer encore un petit peu au niveau de la Ligue américaine. Et par la suite, en termes de troisième espoir, on y va avec Thomas Bordeleau, que je vous ai parlé un petit peu. C'est un Américain dans son cas à lui. C'est un gars de petit gabarit, mais c'est quand même un gars qui est très impressionnant au niveau offensif. 20 ans dans la NCAA l'année passée, c'est 37 matchs, 12 buts, 25 passes pour 37 points. Il a évolué un petit peu en fin d'année dans la Ligue nationale, un 5 points en 8 matchs, puis il a laissé une très bonne impression aux dirigeants des Sharks de San Jose. Il a joué un petit peu aussi au niveau de la Ligue américaine, c'est 2 matchs, 3 points. Fait que vous voyez à peu près le genre de joueur. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, c'est un très bon fabricant de jeu et c'est un gars qui a laissé une belle impression. Donc, ça se pourrait qu'on le voit dans la LNH cette année, comme ça se pourrait qu'on lui demande va brûler la Ligue américaine cette année. Ça serait possible aussi. Fait que, est-ce que c'est intéressant d'avoir un joueur à caractère offensif puis de ne pas pouvoir le faire jouer, disons, dans ton top 6? Peut-être pas tant. Donc, tu sais, est-ce que ça serait vraiment le but de l'organisation? Je ne sais pas. Mais ça se pourrait qu'on le voit jouer Ligue américaine, Ligue nationale. Un peu la même chose pour ce qui est de Ryan Merkley. Puis pour ce qui est de William Eklund, dans son cas à lui, je pense que c'est intéressant de faire toute la saison au niveau LNH dès cette année. Alors ici, c'est un alignement qui est un alignement en fait que je vous propose. C'est pas nécessairement un alignement qui est basé sur le camp d'entraînement actuellement. Donc, j'ai essayé de respecter, disons, le fait que certains gars se connaissent ou ils ont joué beaucoup ensemble l'année passée, ou du moins, ils ont joué plus souvent ensemble l'année passée. Entre autres, la ligne de Mayer, Hertel et de Barabanov a quand même joué souvent ensemble. Donc, j'ai décidé de garder la cohésion ensemble pour ce qui est de eux. Et on a aussi Gregor qui a joué pas mal avec Nick Bonino. J'ai essayé de le garder avec. Donc, bref, j'ai essayé de respecter certaines logiques qui existaient déjà dans l'organisation. Pour ce qui est du reste, c'est juste une proposition que je fais en termes d'alignement. Les joueurs qui sont en bleu, c'est des joueurs qu'on connaît déjà bien au niveau de San Jose. Les joueurs qui sont en rouge, c'est des gars qu'on a acquis pendant la saison morte. Et les joueurs qui sont en vert, ce sont des jeunes espoirs qui pourraient percer l'alignement dès cette année. Alors, en termes de première ligne, j'ai décidé d'y aller avec la première ligne qu'on a déjà vue à San Jose. Je parle de Timo Meier, Thomas Hertel et de Barabanov. Dans le cas de Timo Meier, une excellente saison, on en a déjà parlé, 35 buts, 76 points. Dans le cas de Thomas Hertel, je pense qu'on a atteint le plateau des 30 buts, si je me rappelle bien, pour Hertel l'année passée. 64 points, 82 matchs, donc une bonne saison aussi. C'est un joueur qui est très intelligent, Thomas Hertel. C'est un gars qui est assez dynamique aussi, qui est capable de provoquer des belles choses au niveau offensif.
Et par la suite, on a Barabanov. Dans son cas, à lui, c'est 39 points en 70 matchs l'année passée. Mais quand même, frôler le 40 points à ta première saison dans la LNH, ta première saison complète, c'est intéressant. C'est un bon début. Puis ben, si on l'utilise avec tes meilleurs éléments offensifs de l'organisation, je pense que tu mets toutes les chances de ton côté de bien le développer. Dans le cas de Timo Meier, c'est peut-être la première bonne saison qu'il a, mais on pense qu'il est capable de maintenir un bon rythme de production quand même parce qu'il a un bon potentiel. Ensuite de ça, en termes de deuxième ligne, ben là, ouais, c'est un peu touché. J'ai pris un certain guess, disons, puis j'ai été avec un nouveau venu, c'est Lindblom. Dans son cas, à lui, il nous arrive de Philadelphie, 26 points en 76 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Logan Couture, 56 points en 77 matchs l'année passée, et avec William Eglund, qui lui a évolué en majorité dans la Ligue d'élite de Suède l'an passé. Alors, je trouve que ça fait un mélange qui peut être un mélange assez intéressant. Du côté de Lindblom, ben, c'est pas nécessairement. C'est pas un joueur très offensif, mais soyons honnêtes, il n'y en avait pas beaucoup de joueurs très offensifs de disponibles dans l'organisation. Fait que c'est un gars qui a de l'expérience au niveau professionnel, qui a joué dans un marché qui a été difficile l'année passée. Les Flyers de Philadelphie, c'était pas vargeux non plus. Donc bref, c'est un gars que je pense qu'il est capable de s'adapter à l'environnement qu'on a ici à San Jose. C'est pas nécessairement mon choix numéro 1 pour un top 6. Mais il va pareil. Dans le cas de Logan Couture, je pense qu'on a un centre qui a quand même du sens au niveau de ton top 6. 56 points en 77 matchs l'année passée. Et William Eglund, ben ça peut être juste intéressant de voir comment est-ce qu'il va être capable de s'adapter au hockey à long terme de la LNH. Donc bref, s'il est capable de bien s'adapter, je pense qu'on a un bon playmaker là-dedans. Donc on a un gars qui est très dynamique, un gars qui est hyper intéressant. Donc il pourrait faire produire à ce moment-là les autres gars de son trio s'il réussit à bien s'adapter. Puis de le faire jouer avec un gars d'expérience qui est un gars établi dans l'organisation en Logan Couture, je pense que c'est un bon move. Parce qu'on veut investir dans ce jeune-là, on veut qu'il se développe bien. Alors je pense que c'est intéressant à ce moment-là de l'utiliser avec Logan Couture. Fait c'est ma proposition pour le deuxième trio. Troisième trio, j'y vais avec Gregor, Bonino et LeBanc. C'est sûr que LeBanc ne sera pas content que je dise que tu sois sur le troisième trio. Il risque de m'en vouloir. Mais dans le cas de LeBanc, blessé l'année passée, il a joué seulement 21 matchs, 6 points en 21 matchs. Alors je me dis peut-être qu'il faut y laisser le temps un peu de se repartir, peut-être de se dérouiller un peu. On a manqué presque une saison complète l'année passée de son bord. Et c'est quand même pas mauvais. Parce que dans le cas de Gregor et de Bonino, ils ont joué quand même assez souvent ensemble l'année passée. Fait que c'est des gars, je me rappelle plus, il y en a un qui est plus un compteur, un qui est plus un passeur, mais vous voyez pas un gars qui fait 50 passes, ok? Ou un gars qui compte 30 buts, ni un ni l'autre. Mais il y en a un qui est plus passeur. Je pense que Gregor est plus playmaker, Bonino est plus marqueur, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, c'est deux gars qui ont joué déjà ensemble. Et le fait de permettre à un gars comme LeBanc de se remettre un peu dans le bain tranquillement, je pense que c'est intéressant. Et advenant que ça ne marche pas au niveau des Glondes, ben à ce moment-là, ça peut être intéressant de remonter le banc avec Couture. C'est des gars qui se connaissent hyper bien, là, on s'entend là-dessus. En termes de quatrième trio, ben là, j'ai décidé d'y aller avec Nieto, c'est 17 points en 70 matchs l'année passée. Nico Storm, qui lui nous arrive du Colorado, 20 points en 74 matchs l'année passée. Et je crois que c'est Luke Kunin, mais en tout cas, Kunin, 22 points en 82 matchs l'année passée, il nous arrive de Nashville. C'est un gars, mais même Nieto, on remarque que c'est des gars qui avaient un certain potentiel offensif, mais vous voyez pas un gros potentiel offensif, mais un certain potentiel offensif. Donc, il pourrait peut-être avoir des saisons un petit peu plus prolifiques, mais j'ai de la misère un peu à croire que cette équipe-là va être très performante cette année. En termes de scratch, j'y vais avec Lawrence et avec Bordelot, que je vous ai parlé un peu. Mais comme je vous dis, Bordelot, ça pourrait être intéressant de l'amener à faire brûler la Ligue américaine, peut-être un an, puis après ça, monter à LNH. Maintenant, au niveau des paires des défenseurs, ben là, je vous avouerai que on a utilisé quand même assez souvent Megna avec Carlson l'année passée. J'ai hésité quand même. J'aimais bien l'idée de faire jouer Ferraro avec Carlson. Mais je me dis que si du côté des Sharks de San Jose, on a cru bon utiliser Megna avec Carlson, ben à ce moment-là, c'est qu'on doit voir quelque chose quand même en lui. Donc on semble avoir confiance en Megna du côté des Sharks de San Jose. Et dans le cas de Carlson, c'est ton meilleur défenseur que tu as dans ton organisation cette année. C'est le joueur qui est le joueur dit étoile. Ça va être ton quarterback en avantage numérique. Mais il faudrait qu'il joue plus que 50 matchs. Mettons que ça l'aiderait vraiment beaucoup. 35 points 50 matchs pour Carlson l'année passée. 8 points 44 matchs pour ce qui est de Megna. En termes de deuxième paire, ben là, j'y étais avec Ferraro et un nouveau venu. Alors là, ce que j'ai remarqué, c'est que du côté des Sharks de San Jose, le temps d'utilisation d'un gars comme Marc-Édouard Vlasic a chuté drastiquement.
On parle d'un gars qui pouvait jouer plus de 20 minutes par match, qui là, il est rendu à comme 15 minutes par match. Il y a quelque chose qui se passe avec les Sharks et Vlasic, je ne sais pas c'est quoi. Mais Vlasic, qui est un défenseur surtout connu pour son style de jeu défensif, en a arraché au niveau du différentiel plus-moins aussi l'année passée. Fait que Ferraro, c'était peut-être un petit peu moins pire à ce niveau-là. Puis c'est un gars qui est capable de faire peut-être un petit peu plus de points que Vlasic. Mais là, je suis pas en train de dire que c'est un défenseur offensif, pas du tout. Là. Mais Ferraro, 14 points en 63 matchs l'année passée, que je fais jouer avec un nouveau venu, c'est Nativana, qui lui nous arrive de la Floride. Euh, Autant lui que Benning, qui lui nous arrive de Nashville, je pense, ouais, exact. Autant Nativara que Benning, ni un ni l'autre sont des défenseurs très offensifs. Ils sont pas particulièrement très solides défensivement non plus. Donc, c'est des gars qui peuvent peut-être te faire une vingtaine de points saison, genre. Mais c'est des gars qui ont une certaine expérience au niveau de la LNH. Alors, bref, Ferraro avec Nutivara. Et en termes de troisième page, j'y vais avec Marc-Édouard Vlasic, 14 points en 75 matchs l'année passée, et Matt Benning, 11 points en 65 matchs. On coupe 6 mecs. Maintenant, au niveau des gardiens de but, ben là, au moins, on a un petit peu plus d'espoir. Donc, pour moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant au niveau de la position, puisqu'on a fait l'acquisition à la date limite des transactions, si ma mémoire est bonne, de Capo Kakkonen, et lui, il nous arrivait de Minnesota. Alors, avec les Sharks de San Jose, il a rejoint un total de 11 matchs l'année passée, 2,86 de moyenne et 916 d'efficacité. Fait quand même, 916 d'efficacité, il a été bien pour la séquence où il a été avec les Sharks de San Jose l'année passée. Sinon, saison complète, c'est 36 matchs, 2,87 et 912 d'efficacité. Fait qu'on voit que la moyenne reste à peu près la même. Là. Que ce soit 2,87 ou 2,86, ça revient à la même chose. Mais 912, 916, il a connu une bonne saison quand même dans son ensemble du côté de Kakkonen. Alors, on a un gardien de but qui peut-être va être capable finalement de tasser de partant James Reimer. Parce que Reimer, ça s'étire un petit peu ses présences. Mais en tout cas, en tant que tel, Reimer a relativement bien fait l'année passée. Mais la question reste à se poser, est-ce que c'est vraiment un gardien de but partant de la LNH? Je pense que dans un tandem, il serait plus confortable et c'est à peu près ce qu'on semble proposer pour cette année, c'est-à-dire Kakkonen qui serait ish partant du côté des Sharks et James Reimer, lui, qui serait peut-être ish auxiliaire ou sinon tandem entre les deux. 48 matchs pour Reimer l'année passée, 2,90 de moyenne, 911 d'efficacité. Fait que, bref, je pense que ça serait intéressant d'opter pour un tandem avec les Sharks de San Jose. Et puis sinon, on a fait l'acquisition de Dell, qui lui nous arrive de Buffalo. Et soyons honnêtes, j'en ai parlé dans mon dernier preview, j'en reparle encore, mais du côté des Sabres de Buffalo, là, l'année passée, je pense qu'il y a eu une séquence où tu avais comme 3 ou 4 gardiens de but blessés en même temps. Est-ce que Arundel avait d'affaires à jouer LNH? Pas certain. Mais en même temps, il jouait dans une équipe tellement faible que c'est dur de prendre en considération ces statistiques. Donc, 12 matchs au niveau de la LNH l'année passée, 4.03, 893 d'efficacité pour ce qui est de Dell. C'est un gars qui devrait théoriquement être un gardien de but de Ligue américaine et peut-être à la limite pour des recalls d'urgence. Mais c'est clairement pas un gardien de but qui vient challenger ni Reimer ni Kakkonen. Alors, on a deux gardiens de but clairs, c'est ces deux-là. Est-ce que ça va être un tandem ou un starter avec un auxiliaire? C'est ça la question qui reste à voir. Alors, de mon point de vue à moi, c'est difficile. Parce que là, les Sharks de San Jose, en changeant de coach, faut s'adapter au nouveau coach. Il y a des nouveaux joueurs à des endroits névralgiques. C'est une organisation qui a eu beaucoup de difficultés à marquer des buts l'année passée. C'est une organisation qui, étonnamment, a sorti un désavantage vraiment solide. Ça, je ne sais pas d'où ça sort, en tout cas, bref. Et au niveau des défenseurs, je pense pas qu'on est vraiment très solide au niveau de la position défenseur. Fait, bref, c'est une organisation que moi, je ne vois pas faire les séries éliminatoires encore une fois cette année. On y va pour l'avenir du côté des Sharks de San Jose. Fait on va essayer de bien développer nos jeunes qu'on a. On a des jeunes qui ont un bon potentiel. Alors, prenons le temps de bien les développer pour faire de cette équipe-là une équipe dominante dans peut-être quelques années. Mais pour ce qui est du moment présent pour la saison 2022-23, d'après moi, les Sharks de San Jose ne seront pas en séries éliminatoires. Peut-être pas au point d'être dans les dernières équipes pour Bédard, mais c'est pas une équipe qui va être dans la course aux séries, d'après moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous, les Sharks de San Jose, c'est une organisation qui va courir pour Bédard? Est-ce que c'est une organisation qui va être dans la course aux séries ou qui est clairement en séries éliminatoires? Faites-le moi savoir au travers des commentaires.
Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime. On partage également pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Et quand vous abonnez, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023 très prochainement. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit bientôt. Bye bye.